Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de ce mercredi 6 avril 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, notamment après un petit temps de pause, on va dire, entre des congés, 3-4 jours de congés et le Covid qui a suivi derrière. Et malheureusement, je n'ai pas pu être en mesure de pouvoir présenter cette émission. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Alors, on va déjà, comme chaque revue, faire déjà un passage sur l'avertissement légal sur les risques. Alors, sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine, on va bien évidemment se focaliser sur la Russie, en tout cas sur le conflit en Ukraine, la Chine également qui a pris une décision, les marchés qui étaient fermés notamment ces 2 derniers jours, notamment en Chine et à Hong Kong. Et puis la Fed aujourd'hui donc aura certains intervenants, les minutes de la Fed ce soir. On va regarder un petit peu tout cela ensemble. Alors, on commence tout de suite, comme je le disais, parce qu'on va suivre des informations avec la Russie. Malheureusement, certaines informations, certaines images, en tout cas, selon laquelle la Russie aurait perpétré des crimes de guerre avec des images assez importantes, ces images difficiles, ce qui pourrait amener, en l'occurrence, les Européens, les Américains, à amener encore plus de sanctions envers la Russie. Le ministre de la Défense allemande qui précisait que l'Europe doit discuter de l'interdiction de l'importation de gaz russe en Europe. Cela est bien sûr serait extrêmement préjudiciable à la Russie qui exporte près de 2 tiers de son gaz vers l'Europe, mais également pour l'Europe avec notamment l'augmentation des prix. On en reparlera juste après sur la partie technique, l'augmentation de l'inflation derrière. On a vu cette inflation notamment la semaine dernière avec certains pays de la zone euro, des hausses de 10 voire plus de 10% en Espagne ou encore de 10% aux Pays-Bas, plus de 10%. Donc une inflation au travers des indices, des prix à la consommation qui explosent. En zone euro également, en France, cela reste quand même un peu réduit par rapport à d'autres pays, mais le calcul n'est pas du tout à fait le même, bien entendu, notamment l'immobilier qui compte pour moi en France, d'autres indicateurs. En tout cas, cette inflation qui explose donc dans les pays européens, des sanctions envers la Russie, notamment sur le gaz, qui serait bien sûr très important pour sanctionner la Russie face à cette guerre déjà, mais qui serait extrêmement préjudiciable donc aussi aux Européens. On a vu également une information que je n'ai pas encore, en tout cas, qui n'a pas été validée sur la hausse des prix, donc sur le retail en Allemagne, qui pourrait augmenter aujourd'hui, qui a augmenté lundi aux chiffres, des chiffres d'une augmentation qui, on l'a vu, hein, les prix à la production qui augmentent bien plus que les prix à la consommation en Europe, en zone euro. On attendra bien sûr des prix à la production au-delà des 31%. Voilà, en tout cas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Jean-Pierre, bonjour à Christophe. Donc voilà, ce que nous allons suivre aujourd'hui, c'est ces sanctions envers la Russie, après que voilà, ces images, ces doutes, en tout cas des soupçons pardon, sur les crimes de guerre importants qui auraient été perpétrés notamment ce week-end par la Russie. Toujours des combats qui se poursuivent malgré des discussions également qui se poursuivent toujours entre l'Ukraine et la Russie, des informations qui pourraient laisser croire, laisser entendre une rencontre prévisionnelle entre le président Zelensky et Vladimir Poutine. Donc, on pourrait avoir donc voilà donc cette réunion également des informations qui pourraient préciser que les discussions avancent bien et donc pourrait donner lieu à quelque chose d'écrit et d'officiel. Nous suivrons bien sûr cela avec beaucoup d'attention, mais d'un autre côté, vous voyez les combats qui continuent sur le terrain, des images voilà, assez affolantes. Et de l'autre, bien sûr, des institutions, voilà, un peu ce que nous suivons entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, un éventuel impact au niveau de l'Europe, la Chine également. La bonne décision, en tout cas, plutôt positif pour certaines valeurs technologiques en Chine, avec notamment ce week-end qui est passé, la Chine qui semble pouvoir se conformer aux demandes des États-Unis sur les sociétés, vous savez, les sociétés listées en ADR, donc ces sociétés chinoises qui sont listées aux États-Unis, comme par exemple Alibaba, comme Baidu ou d'autres, hein, qui ont un risque d'être délistées parce qu'il y a justement ces conformités d'audit. L'audit qui est fait par la Chine ou des instances chinoises et les États-Unis demandent qu'elle soit également réalisée par les instances américaines, ce que la Chine a refusé jusqu'à maintenant en tout cas. Et là, c'est une avancée plutôt intéressante, ce qui a été annoncé ce week-end
ce qui pourrait permettre justement d'avancer sur ces sociétés technologiques listées aux États-Unis, d'avancer éventuellement, dans les prochaines séances. Attention bien sûr, les marchés, hein, qui étaient fermés en Chine, avant-hier et hier et donc reprennent, aujourd'hui, qui ont repris. Hem, Autre chose sur les cryptomonnaies avant de passer bien sûr à la Fed et les minutes ce soir. Les cryptomonnaies, il y a effectivement sur le bitcoin des niveaux techniques qui ont été atteints aux alentours des 45 500 qui ont d'ailleurs été dépassés pour atteindre la moyenne mobile 200 jours, notamment en journalier. Donc on rit effectivement ça ce qui a lancé le bitcoin un petit peu à la baisse puisqu'on l'a touché comme une forme de résistance. Donc retour en arrière un petit peu après l'atteinte de la moyenne mobile 200 périodes. Et puis, jeudi, il y a eu un amendement qui a été voté jeudi dernier. Heu, Ce n'est pas la loi qui est mise en place pour le moment, mais cette première étape pour, une interdiction, je dirais, du retrait des cryptomonnaies vers des portefeuilles privés. Donc autrement dit, il faudra avoir des cryptomonnaies dans des plateformes ou même des instances, voire des institutions qui sont régulées et qui demandent un KYC, donc bien sûr votre carte d'identité, votre identité et donc ça pourrait interdire de, retirer vos cryptomonnaies de ces plateformes ou, voilà, ou des plateformes, qui voient ici vers des wallets, physiques, privées comme, vous savez des clés USB, donc des wallets en privé où il n'y a pas justement d'identité. Donc un risque pour, cette, anonymisation pardon sur le bitcoin et bien sûr sur les fameux alt, donc sur les autres cryptomonnaies aussi. Mais attention, c'est uniquement en Europe, hein, que cela est mis en place et c'est éventuellement la première étape, en tout cas d'une éventuelle loi qui pourrait être, mise en place. Léger retrait pendant le week-end. On suivra bien sûr avec attention le marché, des cryptomonnaies, par la suite. Et puis ce qu'on va suivre aussi, c'est les statistiques et la courbe des taux. Heu, Comme quelqu'un on parlait la dernière fois sur le webinaire, qui en parlait dans le chat. La Fed suivi donc bien sûr avec attention, c'est le prochain rendez-vous de la Fed, donc c'est prochain bien sûr, ça sera au mois de mai, donc dans un mois. Il y a effectivement 5 membres du FOMC qui vont parler, d'ici là. Donc il y a Brainard qui a parlé hier déjà, Harker qui parlera aujourd'hui et puis 3 autres membres qui interviendront demain, jeudi, dans 3 événements différents et donc notamment, Boulard qui est plutôt hawkish, hein, en faveur d'une hausse, de 50 points de base au mois de mai, mais également cette discussion avec notamment la réduction du bilan. Alors attention, hein, les rachats d'actifs normalement se sont arrêtés, début mars au niveau de la Fed, mais on constate très clairement toujours que le bilan de la Fed continue de grossir. Donc on va attendre bien sûr et bien entendu l'intervention du président, donc de Jérôme Powell début mai. Il y aura certainement des questions en ce sens, mais avant tout, il y a effectivement ces fameux 5 membres du FOMC entre hier, aujourd'hui et demain, et puis le compte rendu de la politique monétaire ce soir, que vous pouvez suivre bien sûr à travers votre calendrier économique où nous aurons justement ces informations. On attend des informations sur la prochaine hausse de taux, probablement mai, peut-être 50 points de base, et puis cette réduction du bilan, en tout cas l'évolution du bilan de la Fed. Alors, je parlais tout à l'heure des taux obligataires. Là, vous avez un screenshot qui a été récupéré lundi matin. Les taux obligataires américains qui ne sont pas effacés, qui n'ont pas effacé les taux obligataires américains. Donc là, on va avoir une inversion des taux entre les courts termes, donc entre les taux court terme et les taux long terme principalement à surveiller. Donc ça, c'était les 3 à 5 ans qui étaient au-delà des 10 ans. Et puis maintenant, le taux à 2 ans, pardon, qui passe et qui s'installe bien au-delà des taux à 10 ans. Si on regarde un petit peu en arrière dans les précédentes dizaines d'années, eh bien, cela amène par la suite dans les 18 mois qui suivent un petit peu cette inversion, un ralentissement économique ou du moins une récession. Donc ici, on observe ce ralentissement économique, on le voit au travers des PMI, hein, des PMI manufacturiers. On le voit aussi au travers de la croissance du PIB qui a baissé en zone euro, dans des pays de la zone euro, aux États-Unis, en Chine également. Et donc, on ressent déjà cette baisse, en tout cas, ce ralentissement de la croissance économique qui pourrait effectivement donner lieu à une récession d'un côté, des risques de récession de l'autre, un resserrement de la politique monétaire qui pourrait également accélérer cette récession, mais bien entendu, la fenêtre d'ouverture qu'a offert 2021 aux banques centrales pour réduire en tout cas,
pour resserrer, je dirais, la politique monétaire, eh bien, ils n'ont pas utilisé, pardon, en précisant que l'inflation était transitoire, et cetera, et cetera. Et puis maintenant, c'est donc une décision difficile entre les risques de récession et une politique monétaire toujours extrêmement accommodante, alors qu'il y a une inflation derrière, qui dépasse les plus hauts, que nous n'avons jamais vus, hein, depuis, 40 ans, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Donc ici, on surveille un petit peu les taux court terme et en tout cas les taux de 2 ans, 2,48 actuellement. C'était un voilà, un screenshot de lundi matin et les taux, 10 ans qui sort à 2,40, donc on approche vraiment des 2,50 ici sur les taux, 2 ans. Attention bien sûr au risque sur les marchés, actions et donc bien sûr ce risque de récession, qui se précise. Voilà pour, sur les taux de la Fed. On va passer sur le calendrier économique. Donc là, c'est le PMI, donc les PMI construction à 10h30 concernant le Royaume-Uni. Vous avez au Canada également l'indice PMI, les stocks de pétrole comme chaque mercredi à 16h30 et bien sûr, comme vous l'avez évoqué en introduction, vous allez avoir les minutes de la Fed à hauteur de à 20h, pardon. On va passer sur le programme du jour. Aujourd'hui, nous allons voir l'action Tesla, l'indice européen, donc Eurostock 50, le gaz naturel et l'USD JPY. Donc, on va passer sans trop tarder sur l'action Tesla. Alors, on va passer d'abord sur la partie graphique. Voilà, donc là, vous voyez à Tesla, hop. Alors, avant de parler sur la partie graphique, on va d'abord effectivement, alors il faut savoir que Tesla, l'action a bondi de plus de 35 depuis le 14 mars. Donc l'action a effacé toutes ses pertes, hein, depuis le début de l'année, a rejoint le club, je dirais, des valorisations de plusieurs milliards de dollars. En tout cas, le brusque rebond qui a eu lieu notamment depuis le début mars a amené de nombreux investisseurs à se demander jusqu'où cette reprise pourrait aller au niveau fondamental, en particulier lorsque l'environnement macroéconomique reste plutôt hostile aux valeurs à forte croissance, telles que notamment cette action, mais pas que, hein. Vous avez l'action Amazon aussi, vous avez d'autres valeurs qui sont un petit peu chahutées, l'environnement reste un petit peu hostile. Cependant, il y a pas mal de facteurs qui sont à l'origine, je dirais, de la hausse actuelle de cette entreprise. Je ne vais pas en citer plusieurs, mais la première, c'est de savoir que Tesla a déjà été beaucoup plus efficace dans la gestion des perturbations de la chaîne d'approvisionnement que les autres constructeurs automobiles traditionnels. Parce qu'il faut savoir que euh, voilà, Elon Musk, en l'occurrence le président Tesla, a livré plus de 936 000 véhicules dans le monde en 2021, soit une hausse de plus de 87% par rapport à 2020, et un dépassement de l'expansion annuelle moyenne de 50% qui est prévue depuis plusieurs années. En tout cas, l'entreprise prévoit de dépasser confortablement cette croissance en 2022. Un autre facteur serait aussi le bond des prix du gaz naturel dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, puisqu'il y a effectivement un resserrement des réserves de pétrole qui rend les voitures électriques plus attrayantes, et même le président américain Joe Biden appelle à une plus grande adoption des voitures électriques. Donc voilà, Tesla qui a enregistré des revenus, des bénéfices records au quatrième trimestre, qui est aujourd'hui la seule société de voitures électriques qui est rentable, en tout cas pour des investisseurs peu enclins au risque. Donc là, sur la partie technique, vous voyez, on a effectivement ici, alors c'est une action que j'ai évoquée lors des précédents briefings, où effectivement, je vous avais effectivement tracé cette zone de support entre les précédentes bougies mensuelles. Alors, je suis sur un graphique mensuel. Depuis le mois de novembre 2021, on a un très fort repli sur cette zone de support qui était anciennement résistance. Donc, il a fait ce qu'on appelle un pullback, donc un retour sur un ancien support, sur une ancienne résistance qui est devenue support. Et le marché a pris appui sur cette zone de support. Il pourrait pousser l'action Tesla beaucoup plus à la hausse.
Donc ce type de configuration est assez intéressante. Ce qu'on pourrait avoir, c'est des objectifs, c'est qu'on reporte ce qu'on a à l'intérieur ici, on peut le reporter au-dessus pour aller chercher un peu les objectifs. On peut dire que le premier objectif a déjà été atteint. On peut aller chercher encore plus haut. On peut aller chercher les 1200, cette zone technique. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop. Alors, donc vous avez effectivement cette zone-là. Hop. Je vais retirer ça. On a eu un avalement haussier dès la semaine du 14 mars 2022. C'est là où le marché a fait plus de 35%. Donc là, le marché peut aller chercher cette zone technique qui serait l'ancien record. Donc ça serait aux alentours des 1240. Ça sera le prochain objectif de Tesla. D'accord. Depuis cet avalement haussier, le marché accumule des valeurs à la hausse. Alors, il se pourrait vraisemblablement qu'on ait, par exemple, une phase de repli, par exemple, vers les 1060, voire les 970, avant d'aller chercher cette zone des 1220, voire 1240. En tout cas, tous les scénarios sont réunis, tous les ingrédients sont là pour pouvoir acheter l'action Tesla. Vous avez effectivement ici, donc ouais, c'est pour ça que le marché pour l'instant consolide. Vous repérez les mèches sur les précédentes vagues, donc vague haussière, vague baissière, vague haussière. On prend la mèche, vague baissière, vague haussière. Donc on peut avoir encore une nouvelle vague baissière et repartir à la hausse. Donc est-ce qu'il est judicieux de se positionner maintenant? Non. On va attendre d'abord le pré-market. D'ailleurs, le pré-market, il est à 1064,60. Donc on pourrait avoir effectivement d'abord une chute avant de repartir à la hausse. On va regarder en journalier ce qui serait judicieux de faire. Ce que je vous suggérais de faire, si vraiment vous voulez acheter l'action, c'est d'acheter par exemple sur cette zone SSB aux alentours des 1000, voire point d'entrée entre 960 et 1000. Donc vous pouvez avoir deux points d'entrée intéressants. Je vais revenir sur l'hebdomadaire. Sur de l'hebdomadaire, si je trace mes Fibo entre le point le plus bas et le point le plus haut et le point le plus bas, on voit que le marché a consolidé sur cette zone de Fibo à 78,60%, soit les 1125,21. Le marché peut aller chercher cette zone aux alentours des 61,80. Point d'achat ici, vous avez un autre point d'achat ici. Donc pas mal de points d'achat intéressants sur l'action Tesla. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central. Hop. Alors, Trading Central envisage effectivement une hausse. Alors, l'analyse a été faite ce matin à 7h33 du matin avec un objectif à 1311, 1389, tant qu'on est au-dessus des 989, qui est le point pivot. Si, en revanche, le marché passait sous les 989, à ce moment-là, on pourrait avoir un retournement baissier pour aller chercher les 864, voire les 790. On passe sur l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, donc l'indice le plus prisé des investisseurs en salle des marchés et éventuellement des asset managers. Alors là, vous avez le graphique en mensuel. Donc, vous voyez, effectivement, chaque bougie représente un mois de cotation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette bougie qui a cassé cette zone de résistance que vous avez ici, entre les 3700 et 3800. C'était au mois de mars 2021, ça fait un an. Depuis la cassure, le marché a accéléré. Maintenant, ce qui a fait le marché, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pullback. Un pullback, c'est un retour sur une ancienne résistance qui a été franchie, qui devient dorénavant support. Et donc, les points d'achat seraient tout simplement aux alentours des 3800, voire 3700. Donc ça serait des points d'achat assez intéressants. Alors attention, bien évidemment, si le marché cassait cette zone-là, à ce moment-là, on pourrait avoir effectivement une décélération. Ce qui serait judicieux, bon, il reste quand même 23 jours. Ce qui serait judicieux pour ceux qui ont quand même cette patience, c'est de pouvoir attendre que le marché ferme au-dessus de cette zone de support pour pouvoir prendre position. Si vous voulez vraiment prendre la dynamique haussière. Maintenant, si effectivement on casse, à ce moment-là, on peut prendre la dynamique baissière. Maintenant, je vais tracer avec vous les retracements de Fibonacci. Hop, entre le point le plus bas et le point le plus haut. Donc on voit que déjà, dès cette bougie, si vous avez bien tracé vos Fibos, vous voyez que le corps de cette bougie est passé sous les 23,6%, soit les 3900. Pour ceux qui avaient vu déjà cela, auraient pu déjà prendre position et prendre une position à la baisse. Alors avec cette mèche qui est assez hallucinante, puisque cette mèche fait quasiment
Il passe de 4032 à 3382, soit une mèche de 700 points, ce qui est quand même énorme. Bah, le marché peut effectivement et fait ce qu'on appelle un pullback vers les 3900 puisqu'il a chuté et il a rebondi. Et là, le marché a tendance à aller chercher les 3800, voire les 3704. Et là, à ce moment-là, ça serait judicieux d'acheter à ce niveau-là. Maintenant, si ça casse même en hebdomadaire, alors on va regarder ensemble en hebdomadaire. Alors ça, je vais le retirer. Hop. Bah, si en hebdomadaire, on passait sous cette zone-là, on pourrait avoir des signaux quand même de vente. Maintenant, si on voit que ça consolide à ce niveau-là, bah, à ce moment-là, on pourrait avoir des points d'achat. Pour le moment, vous voyez que ce support oblique a été cassé et donc a poussé l'Eurostoxx 50 à la baisse. Donc, pour ceux qui souhaitent acheter, bah, les 3580 par exemple, aux alentours des 38,20%, ça pourrait être un point d'achat intéressant. Là, vous étiez en plus en survente. Et donc, généralement, lorsqu'on est en survente, on a souvent des rebonds techniques qui apparaissent derrière. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, hein, on était en survente et le marché a rebondi fortement. On va regarder en journalier. Alors, en journalier, vous avez effectivement ici ce qu'on appelle un V-bottom. Alors, pour ceux qui se souviennent, le V-bottom, je vais vous dire ça, je vais vous montrer, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver la figure chartiste. Alors, un V-bottom, ouais, il y a plusieurs types de V-bottom. Ouais, je sais pas celui-ci. Je n'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de vous le retrouver plus tard. L'idée, c'est que lorsqu'on casse ce V-bottom, c'est-à-dire cette ligne de coup, le marché a tendance à accélérer. Vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur et là, vous avez l'objectif. Donc là, l'idée, c'est de prendre position aux alentours des 3705, voire 3800. C'est la zone d'achat. D'accord. Vous mettez en gérant correctement son money management et en mettant un stop en dessous, bah, vous avez effectivement une bonne possibilité de prendre la dynamique haussière. Maintenant, sur du court terme, si je prends les Fibos sur du court terme, donc sur la vague baissière, là, effectivement, ce qui serait judicieux, c'est de prendre position à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez un point là et vous avez un autre point ici. Donc, vous avez cette zone de support qui est assez intéressante à laquelle vous pouvez acheter. D'accord, donc là, ça, je vais le mettre uniquement en hebdomadaire, je ne vais pas le mettre en journalier. Hop. Donc là, les points d'achat seraient à ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant d'acheter de l'Eurostoxx 50 à ce niveau-là. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central là-dessus, qui envisagent une hausse tant qu'on est au-dessus des 3680. La dernière analyse a été faite ce lundi à 9h31. Une analyse en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation, donc une journée moyen terme. Donc tant qu'on est au-dessus des 3680, ben, on achète. En revanche, si on passait en dessous, le marché pourrait repartir à la baisse. On va passer d'abord sur le gaz naturel. Le gaz naturel, alors attendez, le gaz naturel, effectivement, avant de passer sur la partie graphique, bien évidemment, il est important de dire certaines choses sur le gaz naturel et son prix qui explose de plus en plus, puisque les exportations américaines ont atteint tout simplement leur maximum. Pourquoi? Par rapport à la situation actuelle, puisque ça continue d'augmenter alors que l'administration Biden s'engage à continuer à approvisionner l'Europe, ce qui pourrait fournir et être un soutien important au marché alors que le climat aux États-Unis passe de l'hiver à un printemps beaucoup plus doux. La flambée des prix a été soutenue notamment par les attentes de la demande européenne américaine, de GNL américain, on appelle ça, dans dans le contexte actuel de la détermination du bloc à se sevrer pardon, de l'approvisionnement russe à la suite de l'expansion donc de Moscou en Ukraine. Mais il faut savoir que les fondamentaux ne sont pas la seule chose qui favorise bien sûr les prix du gaz maintenant, puisque la partie technique aussi semble biaisée à la hausse, avec notamment cette FIBO que je vous ai tracée. Alors bien sûr, hein, le pacte entre les États-Unis et l'Europe et l'Union européenne considère donc le gaz américain comme aujourd'hui la principale source permettant de combler le vide qui a été créé par l'élimination épique du gaz russe. Le projet, bien sûr, prévoit que les États-Unis comblent un tiers au moins de déficit en augmentant leurs expéditions de minimum 15 milliards de mètres cubes en 2022, ce qui est énorme. Techniquement, comme je vous l'avais évoqué juste avant, cette zone de support, de résistance, pardon, a été franchie déjà depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, il y a une accélération. Alors là, c'est la deuxième bougie rouge. Là, tout nous porte à dire qu'on va aller chercher les 6,5
52, qui est la zone clé, qui est la zone de résistance. C'est la zone du plus haut du mois d'octobre 2021. On avait touché les 6,52,21. Maintenant, l'idée, c'est que si on passait au-dessus, on pourrait aller chercher les 7,87, ce qui serait énorme en soi. C'est des niveaux de prix qu'on n'a pas vus depuis 2008, hein, ce qui est énorme. Donc effectivement, le prix du gaz pourrait accélérer dans ce sens-là après une très forte période de consolidation, puisque entre 2009 et quasiment 2021, on était en phase d'orange, où le marché n'a pas vraiment donné de signe de vie, n'a pas donné de direction bien précise, mais la tendance reste toutefois haussière. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central là-dessus, qui envisage toujours une hausse. Alors moi, je suis un peu moins ambitieux. J'ai cherché d'abord les 6,52. La dernière analyse, je l'ai faite ce matin, ce matin, pardon, à 4h20, avec un objectif à 6,70, voire les 7,020, tant qu'on est au-dessus des 5,65. Enfin, nous allons passer sur un actif qui est assez intéressant on va atteindre des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2015, c'est l'USD-JPY. L'USD-JPY, donc le dollar américain contre le yen japonais, on est totalement suracheté, vous êtes sur un graphique mensuel, on a touché la zone de 2015, juin, juillet, août, voire oui, août 2015. On est sur la zone de résistance actuellement, donc tout nous porte à dire qu'on peut avoir un essoufflement sur cette valeur monétaire. En plus, on est totalement suracheté puisque actuellement sur le RSI, on est quasiment à 87, un peu comme la période de 2015, où là, effectivement, le marché a considérablement chuté puisqu'il est passé quasiment de 124 à 98, ce qui fait 2700 points à peu près, ce qui est énorme. Après ce biseau descendant, une cassure lors du mois de mars 2021, et là, on a une forte accélération. Après cette cassure de résistance aussi, c'était au mois de décembre 2021. Pullback sur cette zone de résistance et une accélération derrière. Alors maintenant, comment vont réagir les marchés? Techniquement, lorsqu'on est sur une zone de résistance, qu'est-ce qu'on fait? On vend, tout simplement. On met un stop au-dessus de la mèche du mois de juin 2015. La mèche, c'était aux alentours des 125,86. Donc, on pourrait mettre un stop aux alentours des 126 et aller chercher une orientation baissière pour aller chercher les 118. Alors après, je ne sais pas comment va évoluer la Tenkan-sen. Normalement, elle va essayer d'aller chercher son cours, essayer de remonter vers le prix. Mais c'est vrai que déjà, ça peut être intéressant de pouvoir se positionner à la baisse sur cet actif tout en sachant qu'on est sur une forte zone de résistance. On va regarder ce que préconise l'analyste Trading Central, qui envisage, à mon avis, à la hausse, bien sûr, la hausse tant qu'on est au-dessus des 118,40. Alors, il prévoit d'avoir une petite correction. Vous voyez la flèche qui se dirige comme ça. Quand vous avez une flèche comme ça, généralement, ça va chuter, par exemple, sur cette zone-là et repartir à la hausse pour aller chercher donc les objectifs à 125, voire 127,50, tant qu'on est au-dessus des 118,40. Voilà, je vous prie de m'excuser par rapport à ce webinaire, bon, par rapport à ma voix, hein, je suis un petit peu encore enrhumé. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous pour ce mercredi 6 avril et je vous dis à demain pour un prochain webinaire. Au revoir.